Il est 19 h sur CNews, merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot. Bonsoir Geoffroy Lejeune et bonsoir aux téléspectateurs sur la... Léon. La Léon, la 14, effectivement. Ouais. C'est la chaîne du Saint-Père, en quelque sorte, Philippe de Villiers. On n'est pas sur France Télévisions. Non, on n'est pas... Ou quoique, peut-être qu'à travers les questions... mais les gens qui sont sur France Télévisions, qui m'attendent, il faut venir sur la 14 tout de suite. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais attendez, donc peut-être qu'à travers les questions que je vais vous poser, vous allez vous dire, mais attendez, ouais. Peut-être sur France Inter. Ouais. Il manquait le petit bandeau d'ailleurs. Ah bah écoutez, ouais. Vous avez vu la... C'est un peu la panique. La VAR, la vidéo assistance, pour être sûr de ça? On va regarder, Philippe de Villiers. Alors Philippe de Villiers, il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, on... faisait notre première émission ensemble, en direct un vendredi. Vous étiez revenu spécialement pour cet événement. C'était les émeutes dans toute la France après la mort de Naël. Et j'ai pensé à ça parce que 2 ans plus tard, à la suite, et on va y revenir en longueur ce soir, de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Paris a été le théâtre de violences contre les policiers et de saccages. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on revoie en séquence, on va tendre l'oreille pour se rendre compte de ce que nous avons vécu le week-end dernier à Paris. Nique sa mère, vas-y, nique sa mère, voilà, c'est... Pourquoi il faut ça? Et parmi tous les témoignages cette semaine, Philippe de Villiers, je vous propose d'écouter celui de Reda Bellage. C'est un responsable du syndicat de police Unité. Il était présent sur le périphérique le samedi soir et il a dit mot pour mot sur Europe 1, j'ai vu la mort. Écoutez. Oui, j'ai vu la mort sur le périph', oui. En fait, les mecs, ils étaient en T-Max. On aurait dit une Bravem. C'est choquant, mais on aurait dit une Bravem. Des mecs super organisés. Ils avaient tous des mortiers. Ça tirait sur les voitures. La porte-maillot était fermée, bon, pour des raisons de sécurité. J'ai eu le malheur que Oise nous sorte au Parc des Princes. Et là, j'ai vu une favelas, en fait. J'ai vu une favelas. J'ai vu des fumigènes partout, j'ai vu des collègues courir partout, j'ai vu des individus violenter des policiers, j'ai vu des familles qui étaient là pour s'amuser, qui pouvaient pas s'amuser, qui pouvaient pas s'exprimer. J'ai vu des mecs qui regardaient, j'étais obligé de... Je vais pas vous le cacher, hein, j'ai enlevé mes lunettes parce que j'ai dit au moins si on me reconnaît et que je pense que le Uber, le pauvre, sa voiture elle va se faire défoncer, moi peut-être aussi. Geoffroy Lejeune. Philippe, question très simple, de quoi ces 2 nuits de terreur que nous avons vécues sont-elles le nom ? Je pense que c'est un marqueur de la marée montante. Un marqueur indélébile. Un marqueur, c'est quand on comprend plus tard qu'entre l'avant et l'après, il n'y a rien de comparable. Il s'est passé quelque chose de grave. Un marqueur indélébile, c'est-à-dire que cette nuit redoublée d'angoisse, de terreur, d'épouvante, restera dans l'histoire de France comme un 2e marqueur en un an. Le premier marqueur, c'est la cérémonie des Jeux. Et si je fais la comparaison, c'est pour une raison simple que je vais vous expliquer. En fait, c'est la 2e nuit allégorique. C'est la 2e nuit qui nous projette dans un imaginaire post-français. La première nuit, la cérémonie des Jeux,
c'était l'allégorie d'une destruction esthétique de l'imaginaire du peuple français. Et la deuxième nuit, la nuit redoublée, qu'on vient de vivre, c'est l'allégorie de la destruction physique des espaces de civilité du peuple français. On a eu le nihilisme festif, exubérant du saccage de la mémoire, et on a eu, là, le nihilisme festif et exubérant du saccage de la victoire. Après l'humiliation de la grandeur de la France, la prédation, la partition naissante. Après l'allégorie de nos abaissements, voici venir l'allégorie de nos renoncements et de nos ensauvagements. Pourquoi je parle d'un marqueur? Parce que nous avons eu sous les yeux la manifestation inédite du tribalisme de conquête territoriale. Je pèse mes mots. Et par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière pour ma première émission, à laquelle j'ai pensé, évidemment en vous écoutant à l'instant, je me suis dit, au fond, c'est la troisième étape de la sécession. La première étape, je l'ai vécue de près, c'était en 2005. On a appelé les troubles les émeutes. Mais cette première étape avait une caractéristique, la nappe d'huile bouillante était circonscrite à la Seine-Saint-Denis. Et il n'y avait pas de revendication de souveraineté. La deuxième étape, ce sont les émeutes de 2023, avec un changement de degré et de nature. C'est-à-dire que la nappe d'huile bouillante était cette fois-ci étendue à toute la France, à de très nombreuses villes de France, avec une revendication de souveraineté dans les quartiers perdus. Et là, on a la troisième étape. Cette troisième étape qu'on a vécue lors de ces 2 nuits successives, qu'est-ce qui s'est passé? On est passé de l'émeute à la meute. C'est-à-dire qu'ils ont quitté leur quartier souverain et ils ont investi les villes et la capitale, symboliquement, Paris. Et c'est-à-dire que l'identification à la victoire a connu une transmutation alchimique qu'il faut bien analyser pour voir en quoi quelque chose de nouveau s'est passé. Il y a eu 3 gestes, 3 signes inédits. Le premier, c'est le pillage. Mais pas un pillage classique. Dans l'histoire, on a connu le pillage après la défaite de Sigagrius, le chef franc qui donne 2 jours pour la roberie, la déroberie. Le pillage, c'est classique dans les guerres. Depuis les Francs, les Goths, etc. On donne 2 nuits de pillage. C'est ce qu'a fait Clovis après, à Soissons. On donne 2 nuits, et après c'est fini, on partage le butin. Et on s'enrichit. Mais là, ce n'est pas du tout ce pillage-là. Non, c'est un pillage collectif, joyeux, pratiqué comme un exercice de revanche post-coloniale. Un exercice jubilatoire. Le pillage. C'est-à-dire que quand on voit le type qui frappe un abribus, c'est une jouissance. C'est-à-dire qu'il frappe quelque chose qu'il déteste. Et il fait payer des siècles d'humiliation. C'est une revanche.
le deuxième signe, le deuxième geste, qui est encore plus important, c'est la confrontation avec les forces de l'ordre. Conçues comme des bandes rivales et qui sont elles-mêmes dépassées. C'est-à-dire qu'en fait, il y a face à face des délinquants, des assaillants, et ils n'essayent pas d'éviter les forces de l'ordre, comme d'habitude. Ils essayent d'aller à leur contact. Et ça, c'est nouveau. On est maintenant dans le face-à-face, pour parler comme Gérard Collomb. Et puis le troisième signe, c'est que, en réalité, on est dans une conquête invasive. Je m'explique. Quelque chose qui est passé inaperçu. On a vu sur CNews des commerçants, des restaurateurs qui étaient interviewés 3 jours avant, 2 jours avant, la veille. Et on leur dit alors, vous fermez? Oui, on ferme. On nous a conseillé de fermer. Le préfet de police nous a demandé de fermer. Le ministère de l'Intérieur nous a demandé de fermer. Ah bon? En d'autres termes, on n'est plus chez nous. C'est-à-dire qu'on demande aux commerçants, aux habitants, aux restaurateurs de prendre la précaution de fermer. C'est-à-dire que le chez-soi a changé de résident, le souverain a changé de titulaire. Alors c'est quoi, finalement, le marqueur? Le marqueur, c'est 2 choses nouvelles qui resteront dans l'histoire de France. La première chose nouvelle, c'est que le rapport de force est inversé. Pour la première fois. Premièrement, on a vu l'impuissance publique. 5000 policiers, ça n'a pas suffi. La bonne volonté du préfet de police n'est pas en cause, mais voilà, 5000 policiers, ça ne suffit plus maintenant. C'est-à-dire que ça ne suffit plus pour maîtriser le territoire. C'est-à-dire que les forces de l'ordre ne maîtrisent plus le territoire. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, quand il y a eu la parade, on a pratiqué, et vous le savez, Elliot, puisqu'on en a parlé au téléphone, le confinement sécuritaire, pour la première fois. C'est-à-dire qu'on a parqué les gens pour éviter les débordements, comme on dit. On a parqué les gens. Est-ce qu'on a parqué les gens quand Saint-Étienne est revenu après sa défaite devant le Bayern en 1976? Non. Est-ce que l'équipe Black Blamber, qui était pourtant une esquisse de multiculturalisme dans le football, on n'a pas parqué les gens? Là, on a parqué les gens. Confinement sécuritaire, ça porte ce nom-là. Et puis, troisièmement, l'abdication judiciaire. Donc, quand on se dit le rapport de force s'est inversé, l'État régalien s'est effondré. En quelques heures, il était absent. Il était hagard. L'État régalien. Et la deuxième chose qui a changé durablement, c'est que depuis ces 2 nuits d'émeutes, il y a un mot qui est en train de disparaître, c'est le mot « vivre ensemble ». Bientôt, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, quand le mot « vivre ensemble » sera utilisé comme une espèce de statut désuet d'une société qui est maintenant derrière nous, les gens éclateront de rire. Et c'est déjà commencé. Ah, le vivre ensemble, on l'a vu, le vivre ensemble. La classe politique, pendant 50 ans, nous a promis le vivre ensemble. La classe politique, elle a menti. La classe politique, l'avenir la désignera du doigt. Depuis 50 ans, mesdames, messieurs les politiques, vous avez parié sur l'immigration invasive. Et maintenant, ce n'est pas vous qui payez l'addition. Ce sont les Français, impuissants. Et si je suis heureux de faire cette émission, et en même temps ému en vous parlant ce soir, c'est parce que j'ai conscience d'être un des rares, un des derniers, ou un des premiers, porte-parole de cette France vaincue et qui ne veut pas mourir. Vous avez parlé, Philippe de Villiers, des marqueurs.
de ce marqueur historique, on va revenir point par point sur ce que vous considérez comme étant des faillites. Et vous souhaitez revenir sur les nombreuses faillites et on dit tout aux téléspectateurs, vous avez voulu analyser en longueur les faits qui se sont produits ce week-end. Et selon vous, ça a été le théâtre des violences. Il y a d'abord dans ces faillites la faillite médiatique. Une partie de la presse qui a voulu peut-être minimiser les faits. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter le coup de colère du journaliste Laurent Tessier. C'était sur Europe 1. Écoutez. J'ai donc écouté en entier la matinale de nos confrères. Le monde merveilleux du 7h10 de France Inter. J'ai comptabilisé leur temps passé à parler des violences, des interpellations dans les journaux, les éditos, les débats, la revue de presse. 3 minutes et 5 secondes en 3 heures d'émission seulement. 3 minutes et 5 secondes. Voilà comment s'ouvrait la matinale à 7h. À la une de l'actualité ce matin, un président nationaliste à la tête de la Pologne. On ira dans le Donbass aussi. L'actualité, c'est aussi le Sénat qui se penche aujourd'hui sur la fast fashion, l'immunothérapie et puis les supporters parisiens qui ont fait le plein d'émotions, presque le trop plein, après ce week-end de célébration qui s'est achevé au Parc des Princes. Un sujet en fin de journal sur la fête dimanche soir au Parc des Princes. Rien sur les boutiques pillées samedi soir, les 2 morts, les voitures brûlées, les forces de l'ordre agressées, les tirs de mortier, le scénario de guerre civile ont fait le service minimum en lancement. Samedi soir, des incidents ont entaché les célébrations jugées inacceptables par Emmanuel Macron qui assure que les auteurs seront poursuivis et punis. Mais hier, rien n'est venu perturber la grande journée de fête à Paris. Vous vous rendez compte de ce que dit la journaliste dimanche, rien n'est venu perturber la grande journée de fête. Geoffroy Lejeune. Alors c'est vrai qu'on a assisté, notamment au début de la semaine, à une omerta quasi totale sur les événements dont vous venez de parler, Philippe. En quoi, selon vous, est-ce révélateur d'une faillite médiatique ? Alors, une fois n'est pas coutume, mais je vais quand même parler de la maison. Parce que, en fait, CNews a sauvé l'honneur. Pendant longtemps, pendant plusieurs heures, il n'y a que CNews qui a parlé de ce qui s'est passé. Et après, ça a suivi forcément un peu. Ça veut dire qu'en fait, CNews est une tête de pont. Je dis bien une tête de pont. Et derrière, il y a des lapins chasseurs mais qui suivent CNews. Avec dans les rédactions des journalistes honnêtes, ce qui n'est pas un pléonasme, et qui disent à leur rédacteur en chef, attends, on ne peut pas quand même, sinon les gens ils vont aller sur CNews. C'est ça qui s'est passé. Et si vous reprenez les titres, Le Monde, Le Parisien, La Liesse, La Joie, L'ivresse, un événement majeur. Je me souviens d'un expert qui fait profession de décompter les crimes depuis 50 ans. J'oublie son nom. Alain Bauer. Ça vaut mieux pour lui. Et alors, il a expliqué, c'est vraiment une soirée merveilleuse, il n'y a pas un nuage, il n'y a pas eu un débordement. Et alors, la presse, en fait, a pratiqué un double mensonge. Vous savez, au catéchisme, vous avez appris, il y a le mensonge par action et le mensonge par omission. Là, ils ont fait les deux. Alors, d'abord, le mensonge par omission, la liesse, la joie, la victoire, rien sur les déprédations, rien sur les troubles, rien sur les violences, ou alors, au mieux, Ouest France, des tensions, des débordements. Et comment appeler les casseurs ? Des voyous. Et on ramène ça à une catégorie précédente, pourquoi pas les Apaches au début du siècle, etc. Pour qu'on puisse invisibiliser, comme on dit dans le métier. Ça, c'est le mensonge par omission. Il dure. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'en ont jamais parlé. Bon. Après, il y a le mensonge par action. C'est encore plus flagrant. Quand la presse a décrit la parade, la presse unanime a dit que c'était un moment d'ivresse populaire. Vous vous souvenez de ce mot ? Alors qu'on voyait que les gens étaient parqués et qu'il n'y avait aucune ambiance.
C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ce qu'a pu être l'ambiance de 98, par exemple. Rien à voir. Mais il fallait absolument expliquer que la réussite est totale et qu'il y a eu juste des débordements avec quelques petits voyous, des trublions. Voilà. Alors la question que je me suis posée, c'est pourquoi ces mensonges? Pourquoi la presse française est comme ça? Je crois qu'il y a deux raisons. Il y a d'abord le réflexe du journaliste. Le réflexe du journaliste, en fait, c'est le principe de Lazareff qui disait un chien qui mord un homme, ce n'est pas une information. Un homme qui mord un chien, c'est une information. Et en fait, il reprenait l'idée de Voltaire, qui de son temps exprimait très bien ça. Il en voulait à un jésuite qui s'appelait Fréron. Et Voltaire écrit « L'autre soir, au fond d'un vallon, un serpent piqua Jean Fréron. Que croyez-vous qu'il arriva? Ce fut le serpent qui creva. » Donc là, il y a une information. Et donc l'idée du journaliste, c'est d'aller chercher la normalité, surtout que le journaliste est formé à détester la société dans laquelle il est, à la détruire, à la reconstruire, à partir de la harangue de Baudot, qui en juin 68 a expliqué à tous les juges « vous allez changer de métier ». Maintenant, la victime, c'est le délinquant, et le délinquant, c'est la victime. Pourquoi? Parce que le délinquant, c'est la victime de la société, et c'est la société qui est coupable. En fait, c'est un rousseauisme. Le journalisme français, c'est un rousseauisme réinterprété. Conscience, conscience, instinct divin, immortel et céleste voix. La société rousseauiste, c'est la société qui est coupable. Et il y a une deuxième raison, c'est que non seulement les journalistes français, la presse française déteste cette société, mais elle déteste la civilisation qui est derrière, en fait, la civilisation chrétienne. Et donc, elle est prête à accepter l'irruption de n'importe quel autre phénomène religieux, n'importe quel phénomène extérieur. Elle est prête à pratiquer l'islamo-wokisme pour détruire, par un hédonisme nihiliste, cette civilisation qui est en train de finir sous nos yeux. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Or, l'honneur de CNews, quand je dis CNews, l'honneur de tout un groupe indépendant, c'est de pratiquer la liberté d'expression. Alors bien sûr, on peut faire des critiques à la marge, mais la ligne, c'est la liberté d'expression. Ici, on est libre. Et c'est très important. Et c'est sur la 14. Et c'est sur la 14. On revient dans un instant parce que vous allez parler de la faillite politique, mais également judiciaire. Et puis ensuite, vous allez nous apporter les solutions. D'ailleurs, si vous pouvez retrouver toutes ces émissions, vous flashez le QR code, vous le scannez pour télécharger l'application cnews.fr et revoir en replay 10, 20, 30, 40, 50, pourquoi pas, fois face à Philippe de Villiers. A tout de suite pour la deuxième partie. 19h30 sur CNews pour la suite de Face à Philippe de Villiers, toujours avec Philippe bien sûr et Geoffroy Lejeune. Philippe de Villiers, on revient point par point sur, selon vous, les faillites qui ont entraîné ces violences en marge de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Vous avez peur que je me répète? Le Paris Saint-Germain qui est... Alors moi je ne me répéterai pas parce que je ne l'ai pas dit depuis le début de l'émission, qui est factuellement sur le toit de l'Europe. Et ça aussi, ça fait du bien. Philippe de Villiers... Parlons vous avez parlé avant la publicité de la faillite médiatique. Parlons à présent de la faillite politique. Beaucoup ont ciblé le président de la République qui promettait dimanche une réponse pénale implacable. Écoutez le président de la République. Les affrontements violents qui se sont tenus sont inacceptables, avec un bilan lourd. 2 personnes sont mortes, une trentaine de policiers, plusieurs sapeurs-pompiers ont été blessés. Et je pense aussi à notre policier qui est en ce moment même dans le coma et qui venait de Rennes en support à certains de ses collègues. Ces incidents sont très graves, ils sont inacceptables et ils ont privé beaucoup trop de nos compatriotes de ce qui aurait dû être un moment de bonheur et d'insouciance. Et donc je vous le dis, la réponse de l'État sera à la hauteur. Nous poursuivrons, nous punirons, on sera implacable. On sera implacable, Geoffroy Lejeune.
Oui, semaine très compliquée pour le président de la République et pour son gouvernement. Sommes-nous, selon vous, face au révélateur de l'incurie de la classe politique? Ah oui, complètement, ouais. Allez. Alors, d'abord, on va commencer par le président. Dans cette déclaration, il y a eu 3 choses. Premièrement, champion, mon frère. C'est pas très adroit par rapport à la situation. Il y a des morts, il y a des blessés. Il y a des troubles, et il y a l'État régalien qui est en difficulté. Champion, mon frère. Bon, je n'ai pas très bien compris. C'est la démagogie. Vouloir parler comme tout le monde. Mais... Deuxièmement, la promesse d'être implacable. Bon, je ne commande pas, on va pouvoir y revenir. On a vu ce que c'était que la réponse implacable. Et puis troisièmement, ce qui est souvent passé sous silence, il a rendu hommage à l'émir du Qatar, en présence du président du Paris Saint-Germain. Et il a dit « Merci de ce que vous faites pour nous ». Alors je voudrais dire, vraiment c'est bienvenu, Qatar fait beaucoup pour nous. D'ailleurs on l'a vu dans le rapport sur les frères musulmans, il fait beaucoup pour les banlieues, il fait beaucoup pour les frères musulmans, il fait beaucoup pour le lycée Averroès, il fait beaucoup pour la Taka, il fait beaucoup pour l'identité conquérante. Le Qatar est généreux, il faut le reconnaître. Mais il ne faut pas me prendre pour un imbécile. Voilà. Alors maintenant, la classe politique. La classe politique, elle feint de ne pas voir que nous sommes en train de passer d'une société homogène, dans mon enfance, par ses voisinages, par son art de vivre, par sa civilisation, à une société tribale. J'ai utilisé le mot tout à l'heure, je le réutilise. Une société tribale, c'est-à-dire multifracturée, multiconflictuelle, multidéculturée, de pré-guerre civile. La classe politique refuse de voir cela et de faire le lien entre le passé où nous étions heureux, en harmonie, et la situation dans laquelle aujourd'hui les Français ont peur. Peur de sortir de chez eux parce qu'ils ne sont plus chez eux. Et pire que ça, la classe politique, sans exception, la classe politique au pouvoir, sans exception, elle a refusé de faire le lien entre les événements, les émeutes du 31 mai et la politique migratoire depuis 50 ans. J'en veux pour preuve la déclaration du ministre de l'Intérieur, qui a dit, voilà, les barbares, le mot, je ne le récuse pas, au contraire, mais il dit, voilà les barbares, voilà le résultat de la déconstruction, voilà le résultat d'une société qui a perdu ses murs porteurs. Tiens, c'est du combat pour les valeurs dans le texte. La hiérarchie, l'autorité, etc. Sauf que ce n'est pas ça, en fait. Et j'invite Bruno Retailleau à venir au Puy du Fou. Là, le week-end de la Pentecôte, il y aura 100 000 personnes, il n'y aura pas de trouble. Il y a eu 100 000 personnes le week-end dernier à l'Ascension, il n'y a pas eu de trouble. Et au Vendée Globe, il n'y a pas de trouble, il y a 400 000 personnes au départ. Et la Coupe du Monde de rugby, il n'y a pas de trouble. Et le Tour de France, il n'y a pas de trouble. Donc, ce n'est pas la bonne explication. En fait, le 31 mai aurait dû être l'occasion d'une recherche en paternité, une recherche en causalité, une recherche en responsabilité de l'attitude criminelle de la classe politique qui, depuis 50 ans, a abandonné le pays au nom d'une immigration invasive. En fait, on aurait dû, cette semaine, parler de 2 choses. La première, c'est la faillite de la politique d'intégration. Voilà la société multiculturelle, le football multiculturel, la société multiculturelle. Il y en a un qui l'a dit, d'ailleurs, c'est Cohn-Bendit. Sauf qu'il a oublié de dire que la société multiculturelle, elle est multiconflictuelle. Et puis deuxièmement, deuxième échec, c'est la politique de l'immigration massive. À faire rentrer 500 000 personnes tous les ans, on rend les problèmes impossibles à résoudre.
Et donc, quand on voit Édouard Philippe qui fait un livre pour expliquer qu'il faut faire rentrer une immigration supplémentaire en choisissant, c'est la traite retrouvée, c'est la traite modernisée. Vous voyez, on choisit, alors dans le temps c'était la dentition, maintenant c'est les diplômes, etc. On va aller piller le tiers-monde parce qu'il nous faut des médecins, il nous faut des géomètres, des informaticiens, etc. C'est horrible. Et là, tous les jours, on fait rentrer des métiers en tension. Et pourquoi? Parce que la Macronie a besoin d'avoir des scooters qui apportent les sushis avenue Foch, d'avoir pour M. Marx et les hôteliers des mecs qui font la plonge sénégalais qui sont pas chers. Mais c'est horrible tout ça. C'est horrible. Alors qu'on devrait avoir une grande politique de co-développement, une politique internationale de rayonnement, en permettant aux gens qui veulent rester chez eux de ne pas être déracinés. C'est ça la vraie humanité, la vraie fraternité de voisinage. Donc la classe politique, elle se déshonore à ne pas vouloir regarder en face le poids de ses crimes. Parlons de la faillite judiciaire à présent, Philippe de Villiers, puisque après les violences, les pillages qui ont suivi la finale de Ligue des Champions, les casseurs est coupé de peines que beaucoup considèrent comme légères. Il y a eu beaucoup de peines de sursis, très peu de peines de prison ferme. Il y a eu des travaux d'intérêt général. Je vous propose d'écouter la procureure de Paris qui est revenue parce que même le ministre, le garde des Sceaux, s'est étonné des peines en début de semaine et en quelque sorte, elle lui a répondu ce vendredi. Quand je dis qu'il ne faut pas penser l'emprisonnement comme la peine de référence, ce que je veux dire par là, c'est, prenons un exemple tout à fait concret. Un pompier est outragé lorsqu'il est en intervention. Moi, je trouve ça scandaleux. Est-ce que je dois envoyer celui qui a outragé le pompier tout de suite en prison s'il a un travail, si c'est la première fois? Ne dois-je pas plutôt choisir ce qu'on appelle une peine de travail d'intérêt général ou un stage de citoyenneté? Ce travail d'intérêt général, il le fera dans un centre hospitalier et il verra quelles sont les difficultés des services hospitaliers, quelles sont les difficultés des pompiers. Et j'espère que par cette prise de conscience, eh bien, ce condamné ne reviendra plus. Geoffroy Lejeune. Eh ben, c'est peut-être le dernier aspect de tout ce développement que vous venez de faire. Est-ce qu'on assiste à une faillite judiciaire? Ah oui, carrément. D'abord, hier, on a parlé ensemble et je vous ai dit, moi, de mon temps, il y avait une règle. L'État était corseté par des règles qui étaient des règles très anciennes. Et il y avait une règle pour les politiques et les juges, qui était la suivante. Les ministres ne commandent pas les décisions de justice. Et en contrepartie, les juges sont tenus l'obligation de réserve, comme la Grande Muette. Et ils n'ont pas à commenter les décisions des politiques. Or là, on a tout fait sauter. On est passé de la séparation des pouvoirs au séparatisme des pouvoirs. Il est scandaleux que cette dame, par ailleurs très élégante, puisse s'en prendre à M. Darmanin, son garde des Sceaux. C'est absolument incroyable. Elle se croit tout permis. Alors, en fait, aujourd'hui, la justice est soumise à des mouvements ataxiques qui la rendent illisible. Exemple, je viens d'apprendre tout à l'heure, avant d'entrer dans le studio, que la petite équipe qui avait mis des draps sur les femmes voilées de Saint-Denis va peut-être se prendre de la prison, en tout cas des réquisitions très sévères, pour avoir voilé les voiles, les femmes voilées, qui était une provocation insensée au regard de l'histoire de France. Les boulangers, il y en a 25 qui ont une procédure contre eux parce qu'ils ont voulu ouvrir le 1er mai. Et là, la main est lourde. La main de Thémis est lourde. La balance n'a pas hésité. Et puis, il y a ce policier qui a voulu nous protéger et qui se retrouve en cour d'assises. C'est horrible. Donc, où est la justice quand, pendant ce temps-là, elle multiplie le sursis
pour les malfrats en expliquant que tous ces casseurs, en fait, doivent avoir une nouvelle chance, etc. D'où ça vient, tout ça? Ça vient du changement de doctrine pénale. Et là aussi, je vais dire quelque chose que personne ne veut dire. Pourquoi? Parce qu'il y a une figure iconique, c'est Badinter. Badinter, il a pris la défense sociale nouvelle, la théorie de Marc Ancel, et il l'a adaptée. Et tout le monde dit « Ah, Badinter, Badinter... Bon. » Alors, qu'est-ce que ça donne, cette nouvelle doctrine pénale? Dans cette nouvelle doctrine pénale, la peine n'est plus dissuasive, punitive, réparatrice, c'est la réadaptation sociale. Ce qui faisait dire à Taubira, la prison, c'est une folie. Et donc, dans ce cadre-là, pour Badinter et pour tous les idéologues de la défense sociale nouvelle, depuis 50 ans, depuis 60 ans, la prison, c'est une folie. Ce qui compte, c'est la réadaptation sociale. D'où la dame, la procureure, qui explique qu'il faut qu'ils fassent des stages de citoyenneté, etc. Tu parles, pour nettoyer le gazon dans les parcs. Bon. Et donc, en fait, dans ce système, c'est l'inversion victimaire. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font, les juges? Ils adaptent la doctrine de la défense sociale nouvelle, c'est-à-dire qu'ils disent, en gros, ces délinquants, ils ont des excuses et même des raisons de faire ce qu'ils ont fait. Ils ont des excuses parce qu'ils n'ont pas eu de père, parce que les banlieues, parce qu'ils sont pauvres, etc. Et des raisons parce qu'en fait, on n'a pas fait la politique de la ville comme on aurait dû la faire. Il faut mettre encore plus d'argent. On a mis 200 milliards, ça n'a pas suffi. Voilà. Et donc, en fait, c'est une justice dévoyée. Il faut renverser la pyramide, remettre la justice d'aplomb. Ça veut dire que le sursis, c'est un permis de récidive. Il faut supprimer le sursis. Il faut supprimer les courtes peines. Il faut faire, Elliot, une loi d'exception qui retrouve l'esprit de la loi anti-casseurs pour que toutes les bandes soient prises dans leur ensemble et sanctionnées dans leur ensemble. Et j'ajoute 2 choses, Geoffroy, qui vont peut-être vous surprendre. Il faut revoir complètement l'école de la magistrature. Complètement. Il faut la refaire complètement. Faire rentrer des gens, un tiers des gens doivent rentrer par l'extérieur, des commissaires de police, etc. Aérer la justice, aérer le prétoire. L'école de la magistrature, aujourd'hui, c'est une école idéologique. Et deuxièmement, c'est l'école du syndicat de la magistrature. Et deuxièmement, supprimer, interdire le syndicat de la magistrature. Il y a 33% des juges qui jugent en fonction d'une idéologie qui est celle du syndicat de la magistrature. Or, le syndicat de la magistrature, il veut détruire la société. Autre sujet à présent, vous l'avez abordé rapidement, c'est l'affaire Naël, Philippe de Villiers. Les 2 magistrats instructeurs du tribunal judiciaire de Nanterre ont rendu ce mardi une ordonnance de mise en accusation du fonctionnaire de police mis en examen pour avoir tiré sur le jeune Naël. Je vous propose d'écouter Maître Franck Liénard, qui est l'avocat donc, de ce policier mis en cause. Mon client, il m'a dit « j'étais un détenu politique, je serai un accusé politique ». Il n'a pas dit un condamné politique, il a dit un accusé politique. Parce qu'il sait que, quels que soient les recours que nous ferons, quelle que soit la lutte que nous allons mettre en place, il y a de fortes chances qu'on se retrouve dans une cour d'assises un jour. Et devant cette cour d'assises, il sera l'accusé politique. Et peut-être est-ce que la personne qui sera intelligente et courageuse et qui dira stop, peut-être que ce sera un citoyen, tout simplement. Un citoyen, membre du jury, qui comprendra que les prévisions légales sont faites pour être appliquées et qui comprendra que ce tir a permis de sauver beaucoup de vies. Geoffroy Lejeune. Alors Philippe, vous le savez, cette décision, elle a suscité un émoi assez important parmi les policiers. Est-ce que cette émotion vous paraît justifiée ? Ah, tout à fait, oui. Parce que moi, j'appartiens à une famille de soldats depuis longtemps. Et j'ai entendu pendant toute mon enfance, et maintenant pendant toute ma sénescence, avec mon frère Pierre, chef d'état-major des armées, une phrase qui est revenue et qui était prononcée par Delattre, qui a été le formateur de mon père comme jeune capitaine. Et Delattre disait, attention, un soldat ne tue pas. Un soldat met hors d'état de nuire.
Et ça, c'est la doctrine des forces de l'ordre, en fait. Et faire passer les soldats, faire passer les gendarmes, faire passer les policiers pour des gens qui se réveillent le matin et qui se disent « Ah, aujourd'hui, je vais pouvoir sortir mon arme, je vais pouvoir tuer », c'est un scandale. C'est ne pas les connaître et c'est un mépris insupportable. Il faut que tous les citoyens se lèvent et se tournent vers les forces de l'ordre en leur disant « On sait que vous êtes le dernier rempart de notre sécurité. Alors vous êtes trop précieux pour qu'on ne vous soutienne pas. » Qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire Naël, l'archange, là, vous vous souvenez, Mbappé? Petit ange. Petit ange, oui. Et, ouais. Alors, donc un délinquant qui refus d'obtempérer, donc il est en infraction, il roule à 116 à l'heure dans les rues de Nanterre, il manque d'écraser une dame avec son enfant et un cycliste, et en face de lui, il y a une place, il y a d'abord un passage piéton rempli de monde et une place noire de monde. Voilà le contexte. En face, on a le policier. Le policier, il est accusé de deux choses. Premièrement, d'une intention homicide. Quand on regarde ses états de service, il a été en Afghanistan, il n'a jamais sorti son arme, etc. C'est un homme impeccable. Et ce qu'il a fait, en fait, il a utilisé son arme parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et pour protéger les gens. Même pas pour se protéger, pour protéger les innocents. Et ça va plus loin. On l'accuse de ne pas avoir respecté la loi, mais c'est le juge qui ne respecte pas la loi. Il y a une loi de 2017 que j'ai lue et relue avant de venir ici, et qui dit que le policier peut utiliser son arme si il a besoin en cas de nécessité absolue. Donc, le procès qui est fait à ce policier est un procès inique, mais ça a des conséquences. Ça a deux conséquences. Et je pense que les policiers qui m'écoutent là en ce moment ont conscience de ce que je vais dire. Première conséquence, c'est la défaite de l'État régalien. C'est la défaite en fait de l'autorité. Pourquoi? Parce que maintenant on sait que la présomption d'innocence, elle existe pour tout le monde, sauf pour les policiers. Et c'est M. Macron qui a dit « Ce qui a été fait est inacceptable, inexcusable ». Donc il a brisé la présomption d'innocence pour ce policier et pour tous les policiers. Deuxièmement, il n'y a plus de légitime défense pour les policiers. Et troisièmement, le parquet, maintenant on le sait, c'est plus la défense de la société, c'est un pilori. Deuxième conséquence, c'est la victoire des émeutiers, des malfrats, des délinquants. Pourquoi? Parce qu'en fait, on leur dit, il y a un privilège immunitaire pour vous, et vous avez raison de dire la police tue, car il y a eu violence policière. Voilà, le discours mélenchoniste. Et qu'est-ce qu'on dit aux policiers? On leur dit, écoutez, il vaut mieux pas utiliser vos armes, et il vaut mieux laisser partir les racailles. C'est-à-dire qu'en fait, on désarme la police, on la désarme physiquement et moralement et juridiquement, alors même qu'elle est le dernier rempart. Et je terminerai en disant ceci, c'est très grave. Max Weber avait dit, la caractéristique de l'État, de la puissance publique, c'est le monopole de la violence légitime. Là, il n'y a plus de monopole de la violence légitime. Philippe de Villiers, nous commémorons l'anniversaire de la chute de Constantinople. C'est l'événement qui a, selon vous, une portée historique majeure pour l'Europe d'aujourd'hui. Et vous avez souhaité en faire votre apologue. C'est le moment, pendant cette émission, on respire un peu. Vous n'allez pas respirer longtemps. vous allez voir pourquoi. Philippe, c'est à vous. Nous sommes au printemps 1453. La ville de Constantinople, qui est un symbole de puissance et de grandeur, la capitale millénaire de l'Empire byzantin, est menacée. Elle est menacée par un nouveau sultan, il a 20 ans,
Il s'appelle Mehmet II. Il conduit les destinées d'un empire qui serait encore plus grand, encore plus prestigieux, s'il pouvait s'emparer de ce qu'on appelle la deuxième Rome. La deuxième Rome, c'est Constantinople. Or, lui, il rêve de changer de capitale. Andrinople, la capitale, sans prestige. Il rêve d'une capitale de notoriété mondiale. Constantinople. Il rêve aussi que la prise de la ville puisse assurer le contrôle, l'accès des détroits du Bosphore. Et il sait que c'est l'ultime étape avant de pouvoir aller voir la première Rome. Pas la deuxième, la première. Pour prendre la première Rome, la Rome chrétienne, et pour la soumettre. Voilà le Kriegspiel stratégique. Alors, en fait, le rapport de force, là encore, souvenons-nous de ce que j'ai dit tout à l'heure, le rapport de force, quand il est inversé, c'est pas bon. Là, le rapport de force, il est complètement déséquilibré. Le siège va durer 55 jours. Et au petit matin du 29 mai, le djihad final commence. C'est le coup de grâce. L'empereur Constantin, qui défend sa ville, en demeure l'âme. Il est l'âme de la défense. Il a l'épée, le bouclier à la main, il résiste. Il se bat. Poitrine à l'air. Et reçoit un coup mortel. Il tombe par terre et il est décapité. Sa tête est apportée au sultan en forme de trophée. Et à partir de cet instant, cet empereur sans visage sera la figure mythique de tout l'Empire et de toute la ville. Mais ça ne suffit pas. Les remparts cèdent, les portes s'ouvrent, la ville est prise. Mehmet le Conquérant entre d'un pas solennel dans la basilique Sainte-Sophie. Il ordonne la transformation de la basilique byzantine en une mosquée. Les immenses mosaïques dorées sont masquées par des plâtres. Et tout autour de la mosquée, aux 4 angles, sont érigés à la hâte 4 minarets symbolisant la primauté de l'islam sur l'héritage chrétien. Tous les palais byzantins sont immédiatement transformés en bazar ottoman. La langue turque et la langue arabe supplantent la langue grecque. Les habitants, ceux qui n'ont pas pu fuir ou ceux qui n'ont pas pu, ceux qui ont échappé à la mort, sont transformés en dhimmi, c'est-à-dire qu'ils payent un tribut, et les enfants, eux, sont enlevés pour devenir des janissaires, c'est-à-dire des guerriers de l'islam. C'est-à-dire qu'en fait, le sultanat turco-musulman se substitue à l'empire chrétien hellénistique. C'est le début d'une confrontation longue, douloureuse, entre la chrétienté et l'islam. Mais pour l'Occident, la chute de Constantinople est une catastrophe. Paradoxalement, cette catastrophe a forgé une unité, une identité chrétienne européenne face à cet empire musulman universel qui monte et qui va de victoire en victoire. Chers amis, nous sommes là devant un miroir kaléidoscopique, prémonitoire. La question que vous pouvez vous poser,
que beaucoup de téléspectateurs et d'auditeurs d'Europe 1 se posent. Elle est la suivante. Où sera la prochaine Constantinople? En effet, l'historien grec Polybe a dit et redit, et il faut le relire, la chose suivante. Toutes les sociétés obéissent à la même loi. Lorsqu'elles ont cessé de vivre de leur raison d'être, et que la raison, l'idée qui les a fait naître, leur est devenue comme insupportable, alors elles se démolissent de leurs propres mains. Et elles sont prêtes pour l'invasion. Merci beaucoup, Philippe de Villiers, pour cette nouvelle émission. On se retrouve évidemment vendredi prochain. Vous connaissez déjà l'apologue pour vendredi prochain ou pas? Non. Pas encore. Merci Geoffroy Lejeune. Merci. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur cnews.fr. Vous pouvez scanner, vous le voyez apparaître, attendez, juste ici, le QR code. Vous savez comment ça fonctionne, le QR code ou pas, Philippe? Vous avez juste une photo. Affaire à un professionnel. Bah, évidemment, je vous rappelle que vous avez... Non mais attendez, quand je dis ça, c'est parce que je... C'est comme si vous me disiez, est-ce que vous savez comment on allume les projecteurs au Puy du Fou? Oh non, alors ça, je me serais jamais... Moi, j'ai vécu le passage il y a quelques années de Philippe à l'iPhone, ça a été 6 mois de rigolade. Maintenant, ça va mieux. Bon, vous pourriez quand même faire peut-être l'apologue un jour sur le 31 mai 2025, un soir de Munich, un match épique. Peut-être qu'un jour, vous nous le raconterez. Merci à tous les deux. Je rêve de faire une émission. On l'a croisé tout à l'heure. Jacques Vendroux. Avec Jacques Vendroux. Eh ben, on va l'organiser. Sur le foot. Mais parce que vous êtes une encyclopédie du football. Oui, mais mon propos ne sera peut-être pas orthodoxe. Je serai là pour jouer justement le médiateur en disant vous êtes maître de vos propos, cher Philippe de Villiers.